Attends, je prends la parole parce qu'il n'a pas de réponse. Répondez, il n'a pas de réponse. Allez-y. Je suis en train de répondre. Je dis déjà qu'on ne dit jamais ça. Non, répondez à la question. Je suis sérieux, j'ai Le pouvoir d'achat, je veux plus attendre. Le pouvoir d'achat est fonction du prix. Le prix qui est un indicateur, comme l'inflation et la déflation. Alors ici, il faudrait que tu saches. Ce n'est pas ça la question. Sur les indicateurs. Non, moi je vous rends. Mais il prend tous mes minutes. Il dit comment on peut stabiliser. J'ai dit on ne dit pas stabiliser. Protéger. Il va tourner autour de ça. Le pouvoir d'achat. Il va tourner autour de ça. Messieurs l'économiste, vous n'avez pas de réponse. Et le monde nous suit. Et le monde comprend que vous êtes des économistes et mécaniciens. J'avance. Économiste mécanicien. Il est là. Ça veut dire quoi? Une petite question. Moi, j'ai fait la pédagogie. Si on me pose une question liée à la pédagogie, attends. Vous dérangez l'émission. Si on me pose une question liée à mon domaine, je n'ai pas 30 minutes à prendre. Parce que je suis dans mon domaine. Et c'est trop grave lorsque vous échouez dans votre propre domaine, ce qui vous reste, messieurs. Messieurs, allez, Koko Mamoukati. Le pouvoir en place aujourd'hui ne voudrait pas céder au chantage des opposants. Les chantages des opposants tournent autour de la crise politique. Alors qu'ici, nous devons nous remettre en cause par rapport à ce qui a été légué au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le président qui avait pris le pays au stade où il était, par rapport à aujourd'hui, nous voyons par exemple des signaux sur le plan économique, sur le plan des finances publiques. Il y a également des signaux aujourd'hui positifs. Des signaux rassurants ou dantesques? Les signaux, je dis des signaux positifs, mais également sur le plan sécuritaire. N'oubliez pas, nonobstant tout ce que nous subissons, nonobstant tout ce qui se passe au niveau des Kivu, le chef de l'État est resté inébranlable. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngadima, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Mino-Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82.
janvier 2026, ça fait 2 ans, jour pour jour, depuis que le président de la République avait prêté serment pour son second quinquennat, qu'il avait décliné en 6 piliers pour les 5 prochaines années. Et ça fera exactement 7 ans depuis qu'il a accédé au pouvoir après la reprise, la passation civilisée du pouvoir avec son prédécesseur, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Sur ce plateau, à l'occasion de l'an 2 du second quinquennat du président Félix Tshisekedi, nous allons nous poser les bonnes questions. Est-ce le pays avance ou avance à reculons? Est-ce la démocratie se porte bien ou nous vivons tout le contraire? Vivons-nous la démocratie ou la démocrature dans la mesure où le peuple ne se retrouve pas assez? Des mesures efficientes ne sont pas toujours trouvées pour alléger le quotidien des Congolais. Vrai ou faux? Eh bien, nos intervenants auront des arguments de poids pour nous dire si nous sommes dans une bonne direction et que tout est fait de manière à ce que le peuple se retrouve, lui étant le détenteur du pouvoir dans une démocratie telle que définie, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et si on parlera de la situation sécuritaire, 7 ans après, que retenir de cette situation qui ne fait que trop durer? Oui, il y a eu la reprise de la ville d'Ouvira par les vaillants combattants de FARDC avec leurs forces alliées de Ouazalendo. Est-ce de bon augure pour la suite des événements où il faut y voir une stratégie bien ficelée par les forces rebelles quand on parle surtout d'un acte de foi? Que faut-il y voir justement? La question sera posée à nos intervenants qui sont avec nous. Bon début des semaines et vous faites bien de nous choisir. Vous arrivez au bon moment, vous êtes sur Politico, la force du détail. Restez jusqu'à la fin car il y aura de quoi à se mettre sous la dent. Pour en parler, on a sur ce plateau, selon l'ordre d'arrivée, le coordonnateur du mouvement des révolutions congolais, Marley Vouvou. Ça fait grand plaisir, ça fait un long moment que vous n'êtes pas si pris. Comment allez-vous? Mes vœux le meilleur pour l'année 2026. Pareillement, merci cher Gédéon. Je salue tous les fidèles téléspectateurs de cette chaîne. Surtout, je pense à celui que j'appelle boss. Le boss de cette chaîne. Jean-Pierre Kayembetatou. Je le salue de là où il est. Je salue mon débatteur que vous aurez le temps de présenter ici. Mais laissez-moi regarder certaines choses. Je voulais ici m'adresser à Manix Iyenda. Dans la vie, la gratitude, c'est une valeur. C'est une vertu. Manix Iyenda a bâti, continue de bâtir sa carrière politique sur base d'ingratitude, d'incohérence et de mauvaise foi. Le même Manix Iyenda, au début de la première législative de Tshisekedi, vous allez voir les images de Manix Iyenda, mon ami Héritier Ngashi, et paix à son âme, et notre ami Manik Kateba, paix à son âme. Manix était le géniteur de ce qu'on appelait à l'époque communicateur du changement. Derrière Jean-Marc Kaboun, ils étaient allés demander à la RTNC d'organiser un débat politique entre eux et Martin Fayoul. En pensant que Jean-Marc Kaboun allait les financer, tout ça, toujours dans sa politique de soudoyer, de rationner les politiques. Manix n'était pas limité là. Après un jour, il est allé chez Matata Pogno, dans l'opposition politique. D'où Manix avait qualifié. Je ne comprends pas comment est-ce qu'un torchon peut avoir un bilan. Et mission face à l'ouvrance Kouzekisa, Manix Iyenda a dit, Matata Pogno c'est la maison. Matata Pogno peut être qualifié d'une serviette, mais Félix Tshisekedi doit être qualifié d'un torchon. Ça c'est avant. Et après, il se retrouve dans une autre dynamique. Ces incohérences. La constance, c'est une vertu en politique. Manix Iyenda a évolué. Après son arrestation, il est devenu Tshisekedi par circonstance. Si Manix Iyenda n'était pas interpellé par l'ANR, il n'allait jamais être Tshisekedi. Mais lui-même dit, il défend les institutions de la République
face au danger des balkanisations qui guettent notre pays aujourd'hui. Non. Le velléité expansionniste du Rwanda n'a pas commencé aujourd'hui. On parle de 30 années. Il était où pour défendre pendant ces 30 ans? Mais face au nouveau développement des événements, c'était important quand même que les fils et filles du pays mettent leur contribution. Je suis d'accord. À chaque génération, un combat. À un moment, Manix commence à s'attaquer à Matata Ponyo parce qu'il défend le régime. Il quitte le régime, il va dire aux gens qu'il va être nommé interfédéral ville de Kinshasa dans le parti de Gentini Ngobila, ACP. Après, je ne comprends rien. Manix s'était transformé en évangéliste du bilan du président de la République. Je lui ai dit, un bilan n'a pas besoin d'être évangélisé. Parce que si vous avez construit des écoles, les gens vont voir qu'il y a des écoles qui sont en train d'être construites. Quand on réhabilite l'avenue des Jouelleries, on n'a pas besoin de qui que ce soit pour venir évangéliser. Mais pourquoi ce coup de gueule, Marley-vous? Non. Maintenant là, il prend le soin de s'attaquer à Israël Moutombo. Entre-temps, en réalité, Israël fait partie des mentors. En démocratie, les idées s'affrontent, s'opposent. Je ne suis pas contre les idées. Là, ce ne sont pas des idées. Là, ce sont des qualificatifs. Et des qualificatifs négatifs. Tout le monde peut commettre des lapsus. Mais s'attaquer même à la famille des gens. Ça nous arrive à tous. S'attaquer à la famille. Moi, je dis ici, nous devons faire la politique autrement. Il y a moyen de bien faire la politique. Il y a moyen de bien se vendre sans toucher aux individus inutilement. On peut citer les noms, mais tu parles, tu contredis avec des valeurs. Pourquoi ce coup de gueule, Marley? Je repose ma question. À un certain moment, vous vous êtes rendu compte que le débat a été déplacé. Le débat a été déplacé. Et Manix, hier, il qualifie le PPRD d'un parti des handicapés. Si moi, j'ai qualifié l'IDPS ou la majorité d'une plateforme des handicapés, je serai interpellé. L'autre est là, Delphin Kassongo, a qualifié Martin Foll de PD politique. Il est en circulation. Moi, ce que je crois, j'ai dit ici, c'est que on ne peut pas avoir des services accommodants avec tel camp et non accommodants avec l'autre camp. On ne peut pas avoir une justice non accommodante avec tel camp et accommodante. Parce que ce que c'est Manix dit, c'est que Delphin Kassongo dit, les communicateurs de l'IDPS sont purs que ce que nous nous disons. Mais c'est nous qui sommes interpellés, c'est nous qui sommes traqués, c'est nous qui sommes enlevés en des heures. Est-ce que nous vivons une démocratie en géométrie variable? Est-ce que nous vivons une démocratie en reculant? Et je confirme sur ce plateau que Félix Tshisekedi nous a fait quitter de la démocratie en passant en faisant un tour par la dictature jusqu'à la tyrannie. Comment la dictature sévit aujourd'hui? Il ne faut pas être fort en deux mots. Non, les concepts ne se décrètent pas, mais ça doit se vivre. Un dictateur marche sur le principe. Quel est le principe qui veut qu'on puisse aller prendre au Beminako à 1h du matin? On verra bien au cours de l'émission. Vous faites bien. Je veux un texte, de le mentionner une disposition de l'eau. On y reviendra largement là-dessus. Parce que moi, je suis fatigué des débats inutiles. Vous débattez avec des précisions. Laissez-moi saluer aussi votre co-débatteur qui est à ma droite, à ma gauche, à votre droite, bien sûr, Michel Boutangazi. Vous êtes analyste politique et Durkab, du gouverneur de la province de la Chopo. Comment allez-vous? Bonne année 2026, c'est mes voeux le meilleur pour ce nouvel an. Et comment déjà se porte la province de la Chopo face aux multiples défis qui guettent ou auxquels la province est confrontée? Merci beaucoup, cher Gédéon, pour la parole. Je souhaite la bienvenue à mon co-débatteur Merlin Vouvou. Je pense que l'essentiel ici ne serait pas que nous puissions nous attarder sur les noms des individus. Il faudrait que nous puissions débattre sur la thématique, n'est-ce pas, liée à cette émission. Je salue tous les téléspectateurs. Ce sont les individus qui font l'actualité. Je salue tous les téléspectateurs. Je pense que pour ce qui est de la Chopo, il y a une alchimie au niveau de la Chopo parce qu'après le retour du gouvernement de province,
vous savez que le gouverneur avait été réhabilité par la Cour constitutionnelle après le débâcle qui a eu lieu au niveau de l'Assemblée provinciale, où le gouverneur avait été destitué sans respect ni normes de la procédure. Alors le gouverneur avait été réhabilité au niveau de la Cour et il avait repris ses fonctions de gouverneur de province. Donc, au moment où je vous parle, le gouverneur gère la province, il a repris tous ses pouvoirs et tout se passe comme il a lui-même convenu. Et il a appelé d'ailleurs à l'unité à tous les fils et filles de la Chopo pour que tout ce qui s'est passé, que nous puissions le voir comme du passé également. Mais beaucoup soutiennent qu'il peine à se démarquer dans cette province pourtant confrontée à de multiples défis. Ce qui est vrai, c'est que pendant ces moments, c'est tout le pays qui est confronté à des défis énormes. La province de la Chopo également, parce que vous savez, avec ce qui se passe actuellement à la province, dans les Deux-Kivu par exemple, ça affecte également la province de la Chopo. Vous voyez par exemple au niveau de Walikale, tout ce qu'il y a comme dysfonctionnement des activités économiques, ça affecte la Chopo. Avec l'aéroport international de Bangoka qui avait été réhabilité, alors cet aéroport-là, à partir du moment où cet aéroport est coupé, n'est-ce pas, des villes de Goma, est coupé des villes de Bukavu, vous voyez ce qu'il y a comme corollaire économique, vous voyez ce qu'il y a comme conséquences sur le plan des activités économiques au niveau de la province de la Chopo. Moi, je pense que par rapport à tous ces défis, le gouverneur avait appelé à l'unité. Le gouverneur a appelé à l'unité. C'est ici aussi l'occasion pour moi de rappeler, n'est-ce pas, à la responsabilité du président de l'Assemblée provinciale de la Chopo. Vous savez que quand nous sommes des hommes d'État, quand nous gérons, nous avons le pouvoir qui nous a été confié par le peuple, nous devons nous dépasser. Nous devons comprendre que nos égos ne doivent pas primer sur l'intérêt général. Aujourd'hui, par l'arbitrage du gouvernement central... C'est un appel à la responsabilité à ceux qui sont censés diriger des institutions. Cet appel, je le lance, en tout cas c'est un appel pressant, parce qu'ici il faudrait rappeler que le VPM de l'intérieur avait ici convoqué le président de l'Assemblée provinciale, mais également le gouverneur de province, pour qu'ils puissent enterrer ces tâches de la guerre. Vous savez que tout ce qui s'est passé, parce que le bureau aussi devait être destitué, avec les résolutions au niveau du gouvernement central, on avait demandé justement, dans la logique de la stabilité des institutions provinciales, qu'il n'y ait plus vraiment des contrôles qui a des caractères conflictuels. Hein, les contrôles parlementaires, on ne peut pas... Ça, c'est suivant quelle loi? Mais non, on dit bien... on parle des contrôles conflictuels. Attendez. Non, les contrôles il est en train de dénoncer les systèmes qui ne concordent pas avec Permettez, je dis ici... C'était en rapport avec quelle loi? Je le rappelle ici. Je le rappelle, cette résolution n'interdisait pas aux députés provinciaux de contrôler. Mais on avait institué cette résolution par rapport aux contrôles qui sont parfois à caractère conflictuel. Ça veut dire quoi? Parce que ça poursuit des intérêts mesquins. Parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, dans les assemblées provinciales, il y a certains députés, n'est-ce pas, qui, au lieu de pouvoir poursuivre leur mission qui leur avait été dévolue par le peuple, beaucoup sont là aussi pour leurs intérêts personnels. Et il y a beaucoup de conflits parfois au niveau de province qui émanent justement de l'Assemblée provinciale. Et c'est comme ça qu'on ne voudrait pas qu'il y ait justement avec ces tireurs de ficelle aussi qui sont en train de jongler sur les avis ou les intérêts ou encore les ambitions de certains députés provinciaux. C'est comme ça que le gouvernement central devait alors jouer cet arbitrage-là pour qu'il n'y ait pas, je dis bien, j'insiste, contrôle conflictuel. Attendez, s'il vous plaît, je voudrais un peu revenir. Attendez. Je voudrais revenir. Nous devons avoir le même degré de compréhension. Je voudrais revenir. Je continue sur ma lancée. Attendez, vous allez continuer. Je voudrais que nous puissions avoir le même degré de compréhension. Okay. Vous parlez de contrôle à caractère non conflictuel. Oui. Comment on définit cela? Comment on sait comprendre et remarquer il s'agit d'une initiative parlementaire à caractère conflictuel. Et à quel moment ceci est interdit de manière à ce que les institutions ne soient pas paralysées? Bon, moi je pense que nous sommes dans ces pays depuis des années. Nous savons comment il y a des cycles de crises politiques. Les crises politiques dans notre pays émanent souvent des ambitions égoïstes de certains politiciens. Ça, c'est un secret de polichinelle. Je voudrais ici rappeler
que beaucoup de non-députés provinciaux, je ne dis pas tout. Est-ce que c'est suffisant? C'est suffisant ça pour sursoir des initiatives des élus provinciaux? Je pèse mes mots. Pendant ce moment ici, c'est un peu avec ce qui se passe avec nos amis du FCC. Aujourd'hui, nos amis du FCC qui se camouflent comme s'ils étaient de la société civile. Je cite ici mon co-débatteur Mele Vouvou, qui a des officines. Il n'est pas du FCC. J'ai dit il est du FCC, il a des contacts du FCC, il est je dirais, un pantin de caciques du FCC. Moi, je sais très bien. Restons sur le débat. Je peux vous citer des Sa gens. présentation a été faite tout à l'heure. Il n'est pas du FCC. C'est pour ça que ici, on le reçoit en qualité. Attendez, on le reçoit en qualité de coordonnateur du mouvement révolutionnaire congolais. Nous savons très bien. Ça n'a rien à voir avec. C'est comme ça, je vous dis. Nous avons des gens dans ces pays, n'est-ce pas, qui cèdent, n'est-ce pas, au plan machiavélique, au plan belliciste que les ennemis sont en train de mettre en place pour pouvoir déstabiliser ces pays. Et également, les résolutions tenaient compte de l'aspect actuel du pays, le contexte sécuritaire du pays. On avait même dit, s'il vous plaît, je vais revenir parce que je ne peux pas seulement survoler l'aspect de la secondes. Sans rentrer sur la thématique. Pour rentrer sur la thématique, je voudrais recadrer. Le débat sera ouvert bientôt. Non, je voudrais recadrer. Vous allez le faire. Vous allez le faire. S'il vous plaît, j'ai encore autant de paroles. Non. Vous en avez plus autant de temps que Mele Vouvou. Ok. Vous allez peut-être conclure rapidement 30 secondes avant qu'on ouvre le débat. Bon, ce que je peux dire, je pense que ce qui est important ici, c'est de pouvoir se dire des vérités. Quelles sont ces vérités? Le pouvoir en place aujourd'hui ne voudrait pas céder au chantage des opposants. Les chantages des opposants tournent autour de la crise politique. Alors qu'ici, nous devons nous remettre en cause par rapport à ce qui a été légué au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le président qui avait pris le pays au stade où il était, par rapport à aujourd'hui, nous voyons par exemple des signaux sur le plan économique, sur le plan des finances publiques. Il y a également des signaux aujourd'hui positifs. Des signaux rassurants ou dantesques? Les signaux, je dis, des signaux positifs, mais également sur le plan sécuritaire. N'oubliez pas, nonobstant tout ce que nous subissons, nonobstant tout ce qui se passe au niveau des Kivu, le chef de l'État est resté inébranlable. Et ce qui se passe aujourd'hui, ça épargne justement à ce que le pays ne puisse sombrer dans ce chaos généralisé qu'il cherche à pouvoir instaurer. Merci bien, Michel Boutangazi. Vous êtes éditorialiste et analyste politique, directeur de cabinet du gouverneur de la province de la Chopo, dont le chef-lieu est Kisangani. Je crois que je ne me suis pas trompé. C'est justement ça. Vous faites bien de répondre à notre invitation. À partir de ce qu'il a dit, ça nous permet de faire une transition parfaite et de rentrer de fond en comble dans la thématique. La thématique choisie, c'est l'an 2 du second quinquennat du président Félix Tshisekedi. Il avait promis monts et merveilles. 2 ans après, ou je ne sais pas s'il faut comptabiliser un nombre d'années depuis qu'il a accédé au pouvoir jusqu'à nos jours, parlons quand même de la démocratie. Est-il de bonne loi que l'exécutif national suspende les activités dans des assemblées provinciales pour faire avancer les institutions, éviter des questions ou des initiatives parlementaires à caractère conflictuel, comme Michel Boutangazi l'a tenté de le justifier ici. Vous avez 5 minutes pour répondre à cette thématique. Nous sommes sur le plan politique. Merci. Comment aujourd'hui les institutions fonctionnent sous Merci Gédéon. Je voulais dire à ton invité. À Michel. Et c'est ton invité. Tu l'as invité vrai au fond. Il s'appelle Michel. Mon éducation ne me permet pas de mentir sur vous. Ce que vous venez de faire, je ne sais pas si la cybercriminalité là a suivi que vous avez menti sur moi. Et c'est mentir sur le plan numérique est condamnable dans le code. Alors je me laisse entre les mains de ceux qui nous prennent à 2 h du matin pour le même fait. J'ose croire qu'ils vont te prendre aussi. Non, tranquillise-toi, ne sois pas agité. Tu es un désordonné sur le plateau. Pourquoi? Gardez votre calme. Pourquoi tu es désordonné? Vous allez répondre. C'est pourquoi je t'avais posé la question. Vous m'invitez avec qui? J'aime pas des désordres. Non, j'aime pas des désordres. Donnez-nous un papier sur l'eau, il va noter. Vous avez pris la parole jusqu'à... Avec ces désordres. Vous n'avez aucune notion de l'ordre pour...
Calmez-vous, cher Michel. Aucune notion de l'ordre. Souffrez qu'il argumente et qu'il aille jusqu'au bout de ses idées. Okay. Allez-y. Tu as dit des inepties ici, moi je ne t'ai pas contredit. Regarde ce que tu as dit. Est-ce que tu es fier de toi-même? Donc, il vient de confirmer ici que la province est entre les mains des irresponsables. Ma province, je suis de la Chopo, je suis Moussoko, le territoire de Bomengue. Mon village c'est Yakoyo. Je suis Moussoko de la Chopo. Non, c'est pas. Mon village c'est Yakoyo. Pour l'avoir, du territoire de Basoko. Attends, je partage le même secteur que vous. On n'a pas besoin d'écrire. Je partage le même territoire que F. Bazaïba, territoire de Basoko. Je partage le même secteur que Doudou Famba Bomengue. Vous avez menti. Regarde votre irresponsabilité et incompétence. Il dit des difficultés que connaît le province et d'ordre économique, économico-financier. Entre autres, il donne l'exemple de Dekivu qui est entre les mains des groupes rebelles. Ça ne permet pas les rotations via l'aéroport de Kisangani. Or, les aéroports ne sont pas sous responsabilité des provinces. Premier mensonge, ouvrons la Constitution, l'article 203. Comment? Attends, tu l'as dit. Cher Michel, vous devez garder votre calme. Tu l'as dit, tu as cité. Tu as donné l'exemple de l'aéroport de Kisangani récemment renouvelé, réhabilité. Alors que tous les aéroports sont sous responsabilité du gouvernement central par l'entremise de l'autorité de l'organisation de l'aviation civile et leur veille parce que ce sont des zones stratégiques. Ça ne fait pas partie des compétences des provinces. Premier mensonge. Donc, toi et ton gouverneur, vous détruisez notre province et vous vous permettez de venir nous mentir ici. Deuxième élément. Il dit, il appuie. Donc ici, la guerre devient un argument solide pour les irresponsables et incompétents. Donc, quand un gouverneur... Est-ce que ce n'est pas une décision bien justifiée? Non, je suis d'abord chez lui. Il dit la guerre, la situation, pour justifier l'échec de son chef. Donc, tous les incompétents ont maintenant un argument à mettre sur la place publique, qui est la guerre. Alors que le même gouverneur sont mieux payés, mieux sécurisés, bien logés, ne touchent que le développement des citoyens, mais pas le développement privé des dirigeants. C'est une question que nous devons nous poser. Parce que si réellement la guerre touchait l'économie, dans la logique où l'État doit aussi savoir faire les économies, on allait réduire les trains de vie des institutions et des alimentaires. Dans le cadre de la rationalisation des dépenses. Voilà. C'est comme ça qu'on débat, c'est comme ça qu'on défend son chef. Ce n'est pas venir dire ici, aéroport, FCC. Qu'est-ce que le FCC a à voir avec l'échec qui se vit dans la province de la Chopo? Il défend une décision démocraticide, une décision anticonstitutionnelle. En fait, ici, quand vous interdisez aux députés provinciaux de faire ce qui est leur mission constitutionnelle, les contrôles parlementaires, parce que les contrôles parlementaires, c'est en fait la redevabilité dans la gestion. On pose la question au gouverneur, au gestionnaire. Qu'est-ce que tu as fait avec ça, avec telle chose? Parce que ça a été financé à tel hôtel. Comment est-ce que ça on a dépassé? Qu'est-ce qui a fait que ça l'a maté? Tout ça, c'est de la redevabilité. Et quelle est la solution quand le contrôle parlementaire tend à fragiliser les institutions? Quand il dit que ce sont des contrôles conflictuels. Avant que ça soit contrôle conflictuel, on devait affronter les deux idées. Celui qui est interpellé devait être en face de celui qui a les vraies informations. Parce que le conflit émane de la mauvaise foi ou des mensonges. Alors, comment est-ce que, sans débat, vous avez dit que ce sont des mentions alimentaires? Comment? Il fallait laisser débattre. Le gouverneur ayant la maîtrise de la gestion, il allait descendre les députés devant tout le monde. Et tous, on allait savoir que le député a menti. Il pensait à soutirer de l'argent. Mais le gouverneur ne s'est pas présenté. Ce n'est pas simplement le vôtre. Masuka a vécu la même chose. Elle a refusé carrément de répondre à une initiative parlementaire. Ici, il y a eu débat entre les députés. Elie de Mongafula, qui? Elie de Mongafula et Bumba. Question orale avec débat. Alors, si les députés n'ont plus le droit de contrôler les exécutifs provinciaux, ça veut dire nous aurons maintenant
728 chômeurs déguisés. 728 chômeurs déguisés. Payés. Payés. Parce que pourtant, il ne faut rien. À part faire le contrôle parlementaire. C'est ça contrôler l'exécutif, non? C'est ça le rôle des assemblées provinciales. Alors, si vous les interdisez de le faire, vous les payez pourquoi? Parlez-vous, quelle solution préconisez quand toutes ces initiatives parlementaires jugées alimentaires tendent à fragiliser le fonctionnement harmonieux de nos institutions? Il faut carrément trouver une solution pour faire partie de ceux qui sont à la base. Parce que quelle est la solution? Quand un manager échoue, on ne change pas le statut de l'entreprise. On change l'équipe managériale. Donc, il faut changer cette équipe. Il faut trouver des gens capables de comprendre, capables de respecter le code, capables d'être rigoureux envers eux-mêmes. Mais quand vous parlez de la dictature, je vous ai dit, le Congo n'est plus sous la dictature. Nous avons pris l'avion ici, à l'aéroport d'Ndjili, avec l'image de la démocratie. Le pilote qui est Félix Tshisekedi nous a fait un tour. Il nous a fait passer par la dictature pour atterrir dans la tyrannie. Je vous prends un cas. Même dans la dictature la plus noire, on sait savoir faire semblant pour interpeller ses adversaires. Quand on vient prendre quelqu'un chez lui à la maison, ça veut dire que sa fuite n'est pas à craindre, son adresse est connue. Maintenant, qu'est-ce dit le code de procédure ici au Congo? On doit t'interpeller, c'est-à-dire t'inviter. L'État n'enlève pas ses propres citoyens. Alors, on qualifie d'enlèvement lorsque la procédure est violée. Lorsque la procédure n'est plus respectée, ça signifie qu'il y a enlèvement. Parce que ces gens-là devaient venir. Quel est ce service qui ne doit agir que la nuit? Quelle est la loi qui autorise au service de n'agir que la nuit? C'est ça la question. Nous n'empêchons pas les services de faire leur travail. Ils peuvent avoir des informations sur tel Congolais. Et c'est des droits. Mais la méthodologie pose problème. Parce que vous ne savez pas. Allez poser la question au médecin. Quand quelqu'un dort, c'est une personne à moitié morte. Quand vous le réveillez avec des gens cagoulés, armes à main, il peut mourir. Alors s'il mourait sur place, vous allez justifier comment? C'est pourquoi les législateurs étaient prudents, dit il faut interpeller. On a mis des bases juridiques pour qu'on évite des incidents inutiles. Prenons l'âge de Minako. Donc vous voulez dire que toutes ces arrestations enregistrées à ce jour ne sont pas ne respectent pas sur du solide. Ne respectent pas la procédure. Du coup, nous sommes pris dans la dictature, nous sommes pendant la tyrannie. Mais regardez maintenant. Mais les services de sécurité, eux, ont leur méthode de travail. Dans un pays codifié, les méthodes sont définies par des lois. Tu ne peux pas me dire ici que les services sont hors la loi. Ok? Les services ne sont pas au-dessus de la loi. Dans un pays normal codifié, tous nous sommes soumis. Tous nous sommes soumis. Ce que la loi ne dit pas, personne a le droit de les créer. La loi dit quoi? Quelle est la procédure? Moi, je n'interdis pas aux services d'interpeller lorsqu'il y a des informations. Mais la procédure pose un problème. Donc, pour répondre clairement à ta question, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas respect des textes pendant ce régime. Moi, je ne parle pas de 2 ans, je prends les 7 ans en globalité. Il y a le détournement, et je peux le démontrer, plusieurs projets mis en place ici, l'argent détourné. Je peux vous montrer qu'il y a l'insécurité grandissante. Mon frère ici, il vit à Kisangani, peut-être dans la maison du gouverneur. Il est protégé par 8, 10, 15 policiers. Mais ici à Kinshasa, je t'informe qu'on viole à 9h. Qu'on braque à 8h30. À Kinshasa, nous ne sommes pas dans les provinces. Mais il a parlé des signaux rassurants. On voit que les 6 piliers, les 6 engagements que s'était fixé, le président Tshisekedi, pour son second quinquennat, sont en train de prendre corps. Vous n'êtes pas en train de co-présenter l'émission. Dis à ton invité de boire, de prendre de l'eau et de rester. Vous dérangez, il sera obligé de lui accorder plus de temps. C'est une politesse de débat politique. Moi, je ne l'aime pas. Je vous vois être marié. Non, je vous vois être... Calmez-vous, vous aurez votre temps dans cette être marié, même pour l'image de ta famille et de ta femme, sois calme.
soit éduqué sur ce plateau. Par respect à son statut, à sa fonction. Bah, il n'a pas de fonction. Ils sont en train de détruire notre province de la Chopo. Donc j'ai dit, c'est justement le 6 piliers que le 6 engagements. Si tu ne restes pas tranquille, je continuerai à te dire la même chose. Parce que quand tu vas prendre parole, tu constateras que je suis très bien éduqué politiquement. Je n'utiliserai que mon stylo et le papier. Merci. Répondez rapidement, en 30 secondes. En 30 secondes, le pays a reculé. Le pays a reculé de 60. Les 6 piliers. Les 6 engagements. La question, on le voit en train d'être accompli et mis en œuvre. Par exemple, lorsqu'on parle de la création d'emplois, du pouvoir d'achat, est-ce qu'on est passé à côté de l'essentiel ou on est dans la droite ligne? Là, vous devez me donner 2 minutes. Voilà, où nous en sommes-nous avec les 6 piliers? Non, si vous me posez la question sur les 6 piliers, il faut me laisser 2 minutes. Ajoutez le minute. L'émission est là, vous allez vérifier quelle était votre question. En synthèse, que pouvons-nous retenir de ça avant que la parole nous tourne? Parce que dans les 6 piliers, il y a à boire et à manger. Déjà, le président s'est écarté de ces 6 piliers. Donc, il faut me donner... Mais on n'est plus dans la droite ligne? Je crois que quand vous allez me redonner la parole, on aura évoqué les 6 piliers. Et je vais démontrer que ça ne pouvait pas être réalisé parce que c'était basé sur le mensonge. Allez, merci beaucoup. Michel Boutangazi, vous avez le même temps d'antenne. Faites preuve de perspicacité. Ma question, c'est de savoir, au regard de ce qu'a relevé ici Marley Vouvou, comment on appelle un régime dit démocratique quand le peuple, qui est le détenteur du pouvoir, dans une démocratie, le pouvoir du peuple, par le peuple pour le peuple, ne se retrouve quasiment pas et que tout le million de dollars, c'est un groupe d'individus qui se les distribue. On est toujours dans la démocratie ou dans autre chose? Kleptocratie ou démocratie? Vous avez le même temps d'antenne rapidement. Moi, je pense que ce qui est important ici, c'est de... Rapprochez-vous du micro. C'est de pouvoir peut-être informer à notre ami ici. Je ne sais pas comment les provinces fonctionnent. Et je suis le directeur de cabinet adjoint en charge des finances, économie et développement de la province. Quand je parle des aéroports, je sais les recettes provinciales que nous tirons, n'est-ce pas, de tous les frais, tous les mouvements aéroportuaires au niveau de l'aéroport international de Kisangani. Je vous donne par exemple la taxe sur le taxe passager. Il y a des taxes au niveau de l'aéroport qui sont payées en dehors du GoPass. Il y a des taxes provinciales qui sont payées par chaque passager. C'est là où j'étais en train de vouloir expliquer ici qu'il était évasif. Notre ami, il est évasif. Il dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Moi, je gère la province sur le plan financier. Je sais ce que ça représente, les implications de la guerre de l'Est aujourd'hui au niveau de la Chopo. Le fait que vous me posiez la question sur les défis, cela n'est pas que nous nous pleurnichons. Nous sommes en train de présenter la situation telle qu'elle est. Aujourd'hui, avec la difficulté que nous avons, même si vous ne posiez pas cette question à un politicien, vous le posez même à un opérateur économique, il va vous expliquer. Donc ce n'est pas que c'est une raison ou un argument politique que j'avance. Ce n'est pas parce qu'un aéroport serait des endroits stratégiques que vous pensez que les provinces n'ont pas de yeux de regard sur ces aéroports-là, ou bien les provinces ne tirent pas profit économiquement sur ces aéroports-là. Il y a beaucoup d'agences de voyage qui travaillent dans les aéroports. Ils paient les taxes. C'est dans les taxes provinciales. Ils paient au niveau de la province. Peut-être que vous ne le saviez pas. Ce qui est important pour lui aussi de savoir, c'est qu'avec même la population, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de commerçants qui faisaient, n'est-ce pas, Goma, Kisangani, à partir de l'aéroport de Kisangani. Il y a beaucoup de produits vivriers qui quittaient Goma pour Kisangani. Ces produits n'arrivent plus. Donc, au niveau économique, il y a eu des problèmes sérieux causés à partir de cet arrêt d'activité au niveau de l'aéroport. Donc, ça n'a rien à voir avec cet aspect sécuritaire qu'il a évoqué, parce que moi, j'étais sur l'aspect économique et financier. Voilà. Donc, pour ce qui est de contrôle parlementaire, j'avais bien insinué ici. J'ai dit que les contrôles n'étaient pas prohibés, mais on ne voudrait pas de contrôles parlementaires tendancieux.
Parce qu'aujourd'hui, nous savons très bien. Vous avez parlé du cas du gouverneur des provinces. Qui devait répondre, mais au moment où le télégramme du VPM les avait rappelés à Kinshasa, c'était plus possible pour le gouverneur de venir répondre. Il devait alors revenir à Kisangani pour répondre. Malheureusement, et c'était fait illico presto, le bureau a assiégé avec quelques députés, je le précise, avec quelques députés, si vous lisez même le réquisitoire du procureur général Vonde, qui parle de 12 députés qui avaient siégé. Donc, voyez les documents. Il y avait quelques députés qui ont siégé et qui voulaient, n'est-ce pas, faire endosser cette décision à toute la plénière. On ne refuse pas. Ce qui était passé, j'ai dit ici, que le gouvernement central, ce n'est pas pour rien qu'avec la politique de la libre administration des provinces, ça n'enlève pas, n'est-ce pas, l'œil du gouvernement central sur ce qui se passe dans les provinces. Parce qu'un État est constitué de provinces. Ces provinces-là, si elles ne sont pas stables, donc l'État ne va pas exister. Voyez ce qui se passe par exemple aujourd'hui dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Nous parlons de la restauration de l'autorité de l'État. À partir du moment où il y a un groupe de gens, n'est-ce pas, appelés aujourd'hui rebelles, ils sont mateurs de toute l'opposition et la majorité d'opposants qui sont en connivence avec ces rebelles-là, tout ce qui se passe aujourd'hui échappe au contrôle du pouvoir central. Et on ne voudrait pas que ce qui se passe à la Tchopo échappe également au contrôle du pouvoir central. Donc le pouvoir central a cette latitude-là de vouloir réguler les choses au niveau de la province. C'est cette base-là que j'avais appelé à la responsabilité du président de l'Assemblée provinciale. Parce que si au niveau du gouvernement central, le chef de l'État au travers les VPM, n'est-ce pas, a réitéré sa confiance au gouverneur de province, voyant ce qui s'est passé avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui est d'ailleurs opposable à tous, moi je pense que le président de l'Assemblée, ainsi que le bureau de l'Assemblée provinciale, devait privilégier la paix, devait privilégier l'unité pour d'abord le bien de la Tchopo. Parce que si ici, chacun doit tirer, n'est-ce pas, les draps de son côté, je ne vois pas comment les choses doivent marcher. Répondez à la question que vous posez. Pour ce qui est de la solution fait partie de ce que le gouvernement central entreprend. Parce que le VPM de l'intérieur a cette obligation constitutionnelle de pouvoir remettre tous les gouverneurs, mais également toutes les assemblées provinciales, sur les rails. À chaque fois qu'il y a des problèmes au niveau de la province, le VPM doit pouvoir réguler les choses. La solution devait partir du dialogue. C'est ce qui avait été convoqué ici à Kinshasa. Ce dialogue-là entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale, c'est tout à fait ce dialogue-là qui ouvre une voie, n'est-ce pas, à ce qu'il y ait une paix retrouvée au niveau de la province et que chacun, n'est-ce pas, puisse travailler pour le bien de la Tchopo. On a évolué par rapport à ça. On est parti de la gestion dans sa globalité de la province de la Tchopo, les défis économico-sécuritaires, mais aussi la suspension des activités par l'exécutif national. Alors, une autre question, la question que je vous ai posée, à laquelle vous ne répondez pas toujours, vous dites bien que la démocratie vit bien, se porte bien en RDC. Comment expliquer ou comment on a... quel est ce régime-là, dit démocratique, quand il ne sait pas soulager les quotidiens des Congolais? Quand le peuple n'est pas au centre de l'action du gouvernement, il y a même d'énormes écarts en termes de salaire. Tout le million que mobilise l'État, c'est un groupe d'individus qui se les distribue. Alors ma question, est-ce la démocratie que vous défendez bien accepte ce genre de choses? C'était la question que je vous ai posée. Moi je voudrais un peu, si il ne faille pas recadrer la question, mais il faudrait les reformuler. Parce que l'aspect démocratie et l'aspect bonne gouvernance, il y a des aspects diamétralement opposés. Parce que dans la démocratie, il faudrait comprendre que c'est un système politique. La démocratie, c'est un système politique. Alors que la bonne gouvernance, c'est un système de gestion. Donc, on peut avoir un pouvoir démocrate, mais avec des détourneurs. Ça arrive. On peut avoir un pouvoir démocrate, mais avec des détourneurs. Donc, ce qui est vrai ici, c'est que sur le plan démocratique... Et quels sont alors les avantages que nous donne alors les systèmes démocratiques? Sur le plan démocratique, moi je pense qu'aujourd'hui, le fait que nous ayons d'abord toutes les institutions en place, c'est que la démocratie vit bien. Le fait qu'aujourd'hui, l'opposition ait la parole,
n'est-ce pas, à temps et à contre-temps, parce qu'aujourd'hui, il faudrait rappeler ici. Tous les cadres de l'opposition sont mis en tort, là, aujourd'hui. Vous dites? Tous les ténors de l'opposition aujourd'hui sont en tort. Il y en a même un qui vient de quitter le territoire national. Ce qui est vrai, c'est que tous ces opposants qui ont quitté leur lieu de retranchement, c'est parce qu'ils ont entendu qu'il y a un dialogue en vue. C'est parce qu'ils ont entendu qu'il y a un dialogue en vue. Aujourd'hui, tous les opposants... C'est pas le cas pour Seki Kouny, qui avait la peur au ventre, qui a quitté le territoire national, parce que les services seraient à cette trousse. Non, par rapport à ça, il a parlé de camp d'enlèvement d'insécurité. Moi, je suis à Kinshasa. C'est depuis que j'avais, après avoir occupé mes fonctions de conseiller du ministre des Transports chez Rebo Okende, j'ai été rappelé à Kisangani pour travailler comme directeur de cabinet adjoint. C'est à partir de ce moment-là que je suis à Kisangani. Mais je vis ici, toute ma famille vit ici à Kinshasa. Donc, ne vous en faites pas sur tout ce qui se passe à Kinshasa. Je connais très bien Kinshasa et je travaille ici à Kinshasa dans l'administration, là où je suis chef de division des finances. Je connais très bien la ville de Kinshasa. Donc, tout ce qui se passe, même avec des enlèvements. Moi, je pense qu'il faudrait aussi apprécier les rendus de ce qui se raconte. Parce que quand on parle d'enlèvement, il faudrait voir les contextes de cet enlèvement-là. Nous ne sommes pas pour les enlèvements. Nous ne sommes pas pour les enlèvements. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à partir du moment où la sécurité de l'État est en jeu, vous savez par exemple ce qui se passe aujourd'hui avec les groupes de M23, AFC M23. Vous savez comment nos compatriotes sont tués. Vous savez les sangs qui coulent actuellement à Ouvira. Vous savez les conditions dans lesquelles nos populations vivent, mon frère. Pourquoi vous ne pouvez pas pourquoi imaginer, et comment on est arrivé là? Vous ne pouvez pas imaginer que nous ayons dans la ville de Kinshasa des gens, n'est-ce pas, des gens qui dépendent d'un mentor qui est également mentor de l'AFC. C'est à partir du moment où... Rien ne le prouve, c'est ce que je dis. Vous êtes... Si rien ne le prouve, dans ce que tout le monde raconte à Kinshasa depuis un moment. Même ce qu'elle dit, c'est aussi ce que tout le monde raconte, enlèvement. Peut-être qu'on est venu, n'est-ce pas, demander à quelqu'un de suivre les services parce qu'il y a telle invitation. Souvent, ils ne parlent pas des invitations qui leur arrivent. Merci. Donc, sur le plan sécuritaire, je peux vous rassurer. Par exemple, au niveau de la province de la Chopo, rappelez-vous que on ne parle pas de la province de la Chopo, on parle du pays. La sécurité dans son ensemble se porte bien. En dehors du fait que les déquives aujourd'hui doivent être, n'est-ce pas, récupérés. Ça, je vous le promets, avec l'accord de paix que nous avions signé avec les États-Unis. Moi, je pense qu'il ne suffit pas d'emprunter les chemins des rebelles. Parce que si le chef de l'État empruntait les chemins des rebelles, c'est qu'aujourd'hui, le pays va s'embraser. Le chef de l'État a opté pour la paix. C'est d'ailleurs l'occasion pour lui aujourd'hui de répondre à cette invitation de Davos. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du Forum économique mondial, les thèmes de ce forum-là pour cette année, c'est un esprit de dialogue. Merci. Un esprit de dialogue. C'est qu'aujourd'hui, la solution à cette insécurité passera justement par les dialogues, mais pas avec n'importe quel parti qui sont aujourd'hui impliqués dans l'insécurité. Dialogue à quel prix? La paix à quel prix? C'est la question. Je posais la question à Michel Boutangazi. Prenez exemple sur lui. Il est resté zen durant tout votre temps d'intervention. Faites-le de même. Moi, je les respecte. Faites-le de même. Pas d'intervention intempestive. Citer ma femme et mes enfants. Moi, je connais ta femme. Non, vous l'avez dit. Moi, je connais ta femme. Calmez-vous. Non. Il faudrait dire ce point-là. Il faudrait dire ce point-là, je suis intransigeant. Je suis intransigeant. Il a parlé de votre état marital. Il n'a pas cité votre femme. Il a parlé de votre état marital. Moi, je connais ta femme. Il a dit, je vois que moi, je connais ta femme. Arrête de bêtises comme ça. Calmez-vous. Moi, je ne suis pas intimidable. On est à la télé. Moi, je suis très intimidable. Arrête avec tes genres de bêtises. Parlez-vous, calmez-vous. Je te l'interdis directement. Parlez-vous. Vous avez tes ailes. Ne pensez pas que quand je reste calme, que je perds de vous. Peut-être j'affronte des personnes que vous respectez beaucoup. Arrête tes bêtises et ce soit la première et la dernière. Merci.
restez calme. C'est quoi ça? Il va intervenir. Les gens n'importe qui pour dire n'importe quoi ici. Merci. C'est quoi ça? Moi, je connais ta femme. Merci, calmez-vous. Moi, je la connais. Parlez-vous, calmez-vous. Non, il ne faut pas autoriser toutes les déclarations. Il ne faut pas autoriser toutes les Canalisez votre émotion. Je vois votre éducation. Ce n'est pas parce que je suis resté calme et faible. Merci pour le respect que vous nous accordez. Canalisez votre émotion. Ce n'est pas parce que je suis resté calme que je suis faible, monsieur. Merci. Je suis fils d'un mécanicien très bien éduqué. Alors, rentrons dans la thématique. Je n'ai jamais touché à un front de l'État comme vous le faites. Rentrons dans la thématique. Rentrons dans la thématique. Tout ça, c'est la faute. C'est votre faute. Vous invitez les gens à venir comme ça. On ne connaît de toute façon pas l'éducation de qui que ce soit. Le casting est fait et les invitations sont lancées en fonction de ce que chacun de vous peut nous parler. Ce sont des gens qui travaillent pour le service. Merci. Ils viennent pousser les autres pour que nous soyons arrêtés. Ce sont ces gens. Pas du tout. Calmez-vous. Moi, je n'ai pas peur. Calmez-vous. Calmez-vous. Allez voler l'argent là-bas. Moi, je n'ai pas peur de vous. On ne saura plus faire l'émission dans ces climats. Mais calmez-vous ici. Calmez-vous. Il a compris. Et il doit rester tranquille. Allez, je pose la question. Je parlais de la démocratie tantôt. Comment on appelle un régime démocratique quand les millions des deniers publics sont détournés, quand les dirigeants ne sont pas au service du peuple? Il a relevé un aspect en disant qu'il faille faire un distinguo entre les systèmes politiques et la gouvernance politique. Mais lorsque nous parlons de la gouvernance politique, qui est la cause même de la dégénération, de la dégénérescence dans laquelle notre État se trouve, est-ce que lorsqu'un peuple place sa confiance en des dirigeants, ce n'est pas pour que ces derniers lui rendent l'appareil? Je suis très mal à l'aise de partager ce plateau, d'être ici à ce moment-ci. Je regrette mon carburant. Je suis un homme très déçu, très outré, de penser que ceux qui travaillent dans l'administration sont le plus désordonnés, même dans le plateau de télé. Parce que quand vous êtes dans quand vous êtes dans l'administration publique, vous êtes immodéré. Mais ces désordres que je vois ici, c'est comme ça que le pays touche le bas du sol. Parce que ceux qui sont dans l'administration sont désordonnés, même en dehors de l'administration. On nous donne un papier, un stylo chacun, mais on préfère créer des désordres. On préfère créer des troubles. Et c'est de cette façon, quand vous parlez de la gestion des finances publiques, c'est comme ça qu'ils créent des désordres pour piller, pour détourner. Donc, ils pensent qu'il est dans l'administration, là où ils volent l'argent de l'État. Or, ici, nous sommes chez Politicon. Même si vous créez du trouble, vous n'aurez pas de papier pour détourner les recettes de l'État. Soyez calme, ici, il n'y a pas de l'argent à détourner. On me dit ici que la province de la Chopo est bien gérée, mais l'argent de cette province fait voyager des danseuses et des chanteuses à Dubaï. Où était le gouverneur le 30 septembre 2025 lors du rentrée parlementaire? Où était le gouverneur? Était-il où? Il était à Dubaï avec une danseuse ici. Une fille qui danse à moitié nue ici. Je l'affirme. Attends, tu commences à déranger. Gardez votre calme, s'il vous plaît. Gardez votre calme. Monsieur, elle est très bien éduqué, vous dérangez. Monsieur, elle est très bien éduqué, vous dérangez. Le gouverneur de la Chopo était à Dubaï avec une danseuse. Je l'ai dit, pas au conditionnel. Je ne l'ai dit pas au conditionnel. Pourquoi il fait? Des preuves. Mais j'ai ton invité, non? Tu déranges l'émission. Je serai dans l'obligation de vous sanctionner. Plus vous dérangez, plus je lui accorde du temps. Vous êtes bien éduqué, vous avez dit ici, non? C'est ça l'éducation, c'est ça la bonne éducation. Donc quand vous dérangez, vous êtes bien éduqué. Les stylos et les papiers sont là pour ça. Écrivez et notez. Le monde en enfer. Vous dérangez, vous qualifiez cela de bonne éducation. Allez à l'essentiel. Pourquoi y faire? C'est un humain. Attends. Il peut se la couler douce. Attends. Il peut prendre des vacances. Attends. Hein? L'homme d'État. Et surtout, c'était pendant la période de vacances parlementaires. Quand on parle de ça, lui aussi est parlementaire. Non, il n'est pas le seul qui gère la province. Le gouverneur, le vice-gouverneur peut faire le boulot et tout ça. Nous parlons pays. Vous voyez dans quel état se trouve notre pays? Vous voyez dans quel état se trouve notre pays aujourd'hui? Vous voyez dans quel état se trouvent les institutions de la République? Parce que la majorité des dirigeants sont ailleurs.
Ils ne sont pas assis. Ils sont ailleurs. On nous parle d'un dialogue entre l'inspecteur et celui qui devait être contrôlé. Donc, les députés, au lieu de contrôler, on leur crée un cadre de dialogue entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale. Ça a toujours été ainsi. Il faut faire fi de ça. La Constitution ne le dit pas. Une seule disposition où la Constitution institue le dialogue entre l'exécutif et l'Assemblée. Une seule disposition. Même un édit provincial. Toi, tu gères la province, non? Même un édit provincial qui le dit. C'est comme si vous me dites, l'inspecteur des finances doit être ami d'un DG de l'entreprise. Et ils doivent instituer un cadre du dialogue. On ne dit pas qu'ils doivent être des ennemis. Ils doivent avoir le temps d'échanger, mais dans le respect des prescrits et dans le respect des missions de chacun. Ici maintenant, à cause de ces dialogues, vous avez marché sur la Constitution. Que reste-t-il encore de ces assemblées provinciales? Ils ne vont plus porter des initiatives. Ils ne peuvent plus contrôler. Vous êtes dans la joie que le pays qui a des problèmes, vous inventez la guerre ici. On a besoin de moyens pour mettre fin à la guerre. Mais vous allez payer 728 chômeurs déguisés. Alors, qui vont prendre en charge cette guerre? Lorsque l'État dépense inutilement comme ça. Parce que quand nous lisons la Constitution, les députés n'ont que deux missions. Le contrôle et la légifération. Alors, la plus grande, c'est le contrôle pour préserver les recettes de l'État. Parce qu'à partir de ces recettes que nous allons implémenter le développement. Alors, si vous les interdisez, aujourd'hui, dont un gouverneur peut détourner, aucun député peut l'interpeller. Un gouverneur peut détourner. Dites-moi, si un député interpellait le gouverneur de la Tchopo par soupçon de détournement et que le député veut voir clair, vous allez crier vous allez dire que le député a violé la décision du gouvernement central. Parlons de la gouvernance, la bonne gouvernance. Vous appuyez, la part du peuple, c'est laquelle dans ces régimes? Vous appuyez la violation constitutionnelle des actes démocraticides, le retrait des libertés des élites, vous l'appuyez ici. Mais nous vous disons simplement merci. Tout coule, tout passe, rien n'est de même. Tout finit par finir. Vous réjouissez-vous. Je vais vous dire, même comme dit la Bible, Jérémie 27, 25, mangez, buvez, enivrez-vous. Tombez sans pouvoir vous relever. Vomissez. Mais il y aura une fin. La bonne gouvernance. On parle de la démocratie et la bonne gouvernance. On dit que ce sont deux concepts diamétralement opposés. Mais déjà, l'un peut effacer l'autre ou les deux peuvent sont interchangeables. Quand il y a la démocratie, il y a le respect des normes. Donc dans la démocratie normale, c'est le peuple qui est au cœur. La mauvaise gouvernance ne peut pas vivre. Pourquoi? Chaque institution va réellement jouer son rôle. La justice jouera son rôle. La démocratie, il y a la séparation des pouvoirs. Voilà. Alors ici, on peut m'arrêter parce qu'un ministre a appelé par téléphone. Ok? Est-ce qu'il y a la démocratie? Est-ce que c'est là la bonne gouvernance? Parce que la bonne gouvernance découle de bonne gestion des institutions. Est-ce que c'est cela? Vous voulez séparer quoi? Allez dire plutôt, la bonne gouvernance est subordonnée à la démocratie. Ne dites pas que c'est diamétralement opposé. Comment vous pouvez avoir la démocratie sans bonne gouvernance? Il dit on peut avoir la démocratie sans forcément parce assister que à la bonne gouvernance. La mauvaise gouvernance dont nous parlons ici, nous parlons de détournement. Si la démocratie existait réellement et que chaque institution jouissait de ce droit constitutionnel, tout détourné allait être où? Aux arrêts. Pourquoi ils sont dehors? C'est la faute à la démocratie? C'est la faute à la mauvaise gouvernance? Non, soyons sérieux. Nous parlons de quoi? Parfois, quand vous n'avez pas d'argument, on ne défend pas tout dans la vie. Vous parlez des 6 piliers. Je vous montre qu'il s'agit des mensonges. Où sont les 6 millions d'emplois que le gouvernement devait créer? Le président s'était rébiffé au Qatar. 6 millions d'emplois tous les 5 ans ou pour 2025? 2025. Non. Pour l'exercice 2025. C'est pour tous les 5 ans, les 5 ans. Mais le président s'est rébiffé une année après. Au Qatar, il a dit l'État ne fournit pas d'emploi. Mais au stade de Marty, le jour de sa prestation de serment, il a dit nous allons créer. Il n'était pas au conditionnel. En quoi c'est contradictoire? C'est contradictoire, non? Je vais manger, je ne peux pas manger, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Alors, il dit l'État va créer. Mais il dit l'État ne donne pas d'emploi.
C'est-à-dire par l'assainissement du climat des affaires. Non. L'État peut être à même d'attirer les investisseurs à venir créer des emplois. Ne prenons pas ceux qui nous suivent comme des idiots. Le président ne parlait pas d'assainissement des climats d'affaires. Parce que l'assainissement des climats d'affaires, c'est pour attirer les investisseurs. Le président dit l'État. Dont la conséquence aussi la création des emplois. L'État doit créer d'emplois. Et il dit, fallait dire maintenant, quand il s'est rébiffé, le président devait dire quoi? L'État va travailler, parce que le peuple réclamait de l'emploi. L'État va travailler pour assainir afin que les investisseurs arrivent. Mais le président était brute. Le président dit l'État ne crée pas d'emploi. Il s'est renié, c'est clair. Il a dit ceci, créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment pour les jeunes, et en misant sur la formation professionnelle. Attends. Est-ce que c'est pas ce qu'on vit? Non, attends. Là, il dit, créons plus d'emplois, mais là, je vous donne les chiffres qu'il avait donnés. Ça fait deux discours. Est-ce que là, vous avez les 6 millions d'emplois? Mais lorsqu'il avait parlé en donnant des chiffres, c'est contradictoire, non? Ce n'est pas moi. Donc, vous dites ici que notre président est contradictoire. Chuté. Il a parlé de pouvoir d'achat. Encore une escroquerie politique. Le pouvoir d'achat, c'est une technique, c'est un art en économie. Lui, il dit l'expert économique, c'est pourquoi il est directeur des cabinets adjoints en charge d'économie et finance. Savez-vous pas que le pouvoir d'achat, ça se calcule? Si je vous pose la question, dans la CHOP, vous gérez combien d'unités de production et de consommation? Laisse-moi une minute. Il peut prendre, il va récupérer. Dans la province, celle la province de la CHOP pour vous, même la province de la CHOP pour vous, vous gérez combien d'unités de consommation? Vous êtes économiste. Je te mets à défi. Parce que le pouvoir d'achat, ça se calcule. C'est un art. Pourquoi? Le pouvoir d'achat est l'équilibre entre les revenus mensuels d'un travailleur et l'équilibre du marché. Deuxième volet, le pouvoir d'achat se calcule par rapport au nombre d'unités de production qu'a chaque ménage. Alors, pour connaître le nombre d'unités de consommation, vous devez connaître les données, avoir les données démographiques. Alors, je vous pose une question claire. Comment allez-vous stabiliser? Je n'ai pas le droit de vous poser la question, je m'adresse à Gédéon, vous lui posez cette question. Comment allez-vous stabiliser le pouvoir d'achat sans connaître les nombres d'unités de consommation? La chance que j'ai, je suis en face d'un économiste. Merci beaucoup. Michel Boutangazi, vous avez le même temps d'antenne. Allez à l'essentiel. On parlait de la démocratie, de la gouvernance, qui d'après vous ne sont pas amphibologiques. Mais parlez-vous vos regards de la définition, la démocratie, l'état de droit, dont le pilier sont la primauté du droit, l'égalité devant le loi ou la loi, et la séparation de pouvoir. C'est ce qui consacre la démocratie. On sous-entend si chaque institution fonctionne au mieux de ses capacités, le peuple ne peut que s'en réjouir. Donc, c'est contradictoire par rapport à la réponse que vous nous avez donnée. Et puis, répondez à la question qu'il vous a posée. Je pense, après avoir... je peux déjà répondre. Allez-y. Après avoir écouté religieusement les militants de l'opposition, Merlin, je voudrais lui dire ceci. Vous savez, un État ne se gère pas par des simples discours qui tiennent et de l'opposition. Le chef de l'État fait des prévisions à travers sa vision politique. Quelle est sa vision politique? Comme un budget de l'État. C'est un peu comme un budget de l'État et l'image de la vision politique qui est déclinée sur des cadres qu'on peut appeler macroéconomiques. Dans ces cadres macroéconomiques... À quoi obéit le macroéconomique? Dans ces cadres macroéconomiques, nous avons par exemple l'emploi comme indicateur. Nous avons les taux de croissance également comme un autre indicateur. Nous avons l'inflation ou alors les prix également. Ce sont des éléments, des indicateurs macroéconomiques, mais qui sont sur un tissu d'économie internationale. Parce que n'oubliez pas que notre économie, elle est extravertie. Parce qu'elle est extravertie, toutes les prévisions que nous faisons, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement une économie extravertie en termes de dire parce que nous dépendons de l'extérieur, non. L'extraverti ici, c'est que toute économie de tout pays du monde dépend toujours d'un autre État.
C'est ce qui fait aujourd'hui que Donald Trump va aller arrêter un chef de l'État dans un État où leur économie en dépend. Épargnons-nous de théories. Je voudrais revenir. La question est claire. Je voudrais revenir comment réduire ou stabiliser les taux, le pouvoir d'achat? Je suis en train de réfléchir. Dans la mesure où on n'a pas la maîtrise du nombre d'unités de consommation. Je suis dans le contexte économique. Voilà. Répondez à Parce que quand il parle de la consommation et de la production, c'est le taux de croissance. Je n'ai pas parlé de la production, non. je parlais de consommation. On consomme quoi? On consomme quoi? Non. N'est-ce pas? On peut consommer ce qu'on ne produit pas. Il faut connaître le nombre d'unités de consommation. On peut consommer ce qu'on ne produit pas. Si vous ne produisez pas, il y a quelqu'un d'autre qui a produit. Voilà. Donc dans une économie, qu'elle soit informelle ou formelle, si à votre niveau, vous êtes l'agent économique qui consomme, sachez-le que ce que vous consommez, c'est une production de quelqu'un d'autre. C'est un autre agent économique qui a produit. Alors le taux de croissance, c'est calculé sur base de quoi? Sur base du taux de consommation ou de production? Je vous explique. Je voudrais d'abord rappeler, je vais chuter par la question. Je ne commence pas par là. Je rappelle ces questions-là ou ces notions-là pour pouvoir expliquer ce que le chef de l'État a affirmé sur la création d'emplois. D'accord? Le chef de l'État a fait une prévision de 6 millions d'emplois. Demandez-lui combien d'emplois sont créés aujourd'hui. Nous sommes à plus de 50%, au-delà de ce que le chef de l'État a prévu. 50%, vous dites? Je vous dis. Dans 3 millions d'emplois créés dans 2 ans. Il demande qu'il aille. Voyez nos opposants. Ils disent des choses, ils font des affirmations, mais ils ne lisent pas. Pouvez-vous nous donner les références? Ils ne lisent pas. Lisez les rapports de l'Institut national des statistiques. 2023, 2022, 2021. Nos opposants ne lisent pas. Ça veut dire... Aujourd'hui, moi, je peux vous affirmer... On aura plus de 6 millions d'emplois avant même l'échéance, la fin du mandat. Je vous dis ceci. C'est son second quinquennat. Voyez dans tous les 4 secteurs, n'est-ce pas, de notre économie. Partant de l'économie réelle jusqu'à l'économie internationale. Vous allez voir... Parce que les rapports de l'Institut national des statistiques donnent tous les agrégats avec appui des indicateurs, même chiffrés. Alors rentrons si ils ne savent pas le nombre d'emplois qui sont créés aujourd'hui, qu'il reste à faire des affabulations sur les propos du chef de l'État, qui d'ailleurs au niveau du Katanga, rentrait dans le contexte d'appeler la jeunesse, n'est-ce pas, à pouvoir entreprendre. Parce qu'il faudrait rentrer dans le contexte du discours politique. Quand un chef de l'État tient son discours au niveau de Katanga, ne sortez pas le discours du chef de l'État du contexte dans lequel ce discours a été tenu. Le chef de l'État tient un discours devant la jeunesse katangaise où il appelle à la création ou à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat aujourd'hui, il faudrait comprendre que pour nous aujourd'hui, si nous appelons les jeunes à créer, n'est-ce pas, eux-mêmes peuvent aussi créer d'emplois. C'était ça la logique du chef de l'État. Pour revenir, il parlait du pouvoir d'achat. Moi, je peux vous donner un petit exemple. Si vous prenez 2019, n'est-ce pas, notre taux de croissance était de 9%. En 2019. Sur papier. Non, moi je vous donne les chiffres. Mais quand lui il parle là, il parle sur base de quel élément? Il parle sur base de quel élément? Une simple question. Parce que les taux de croissance, partant des taux de croissance, le pouvoir d'achat, c'est juste un élément. Un élément qui se trouve sur l'emploi, n'est-ce pas? Il y a l'emploi, il y a le prix. Parce que ce sont des indicateurs macroéconomiques. Vous ne pouvez pas prendre un élément d'indicateur macroéconomique pour analyser la santé d'une économie. C'est là où moi je comprends qu'il n'y a pas de matière. Parce que le pouvoir d'achat n'est qu'un thermomètre d'un indicateur macroéconomique. Ce n'est qu'un thermomètre. Et si ce thermomètre-là pense être, n'est-ce pas, chercher à savoir la santé de toute une économie. Mais ce thermomètre est important. C'est ce que je dis. Pour voir comment se porte notre économie. Pour maintenant dégager ce thermomètre-là, nous partons de... C'est à partir de ce thermomètre qu'on saura dire que notre économie est malade. Écoutez, ou pas. Si notre déflation est de 7%, d'accord, notre taux de croissance est de 9%. Les taux d'emploi tournent autour de 46%. C'est faible, hein? Non, moi je te donne des chiffres. Je dis ici, je donne des chiffres. Je dis c'est insignifiant. C'est insignifiant par rapport au taux de croissance. Attendez, le taux de croissance devra être pris au sérieux en tenant compte aussi
du taux du PIB par habitant. C'est ce que j'ai dit. Il y a une forte démographie. Non. Oui. Non, la population est croissante. PIB là, c'est PNB. Je parle du PIB par habitant. Je ne parle pas du PNB. Voilà. Je parle du PIB par habitant. Okay. La population est croissante. Mais avec ces chiffres-là, comment vous vantez-vous d'une bonne gouvernance ces chiffres et ici, d'une bonne économie ces chiffres ne quand la population est croissante et les chiffres ne reflètent rien par rapport à ce que le pouvoir doit faire. Ces chiffres ne mentent pas. Parce qu'en économie, c'est une science exacte. Moi, je ne peux pas faire des affirmations ici alors qu'il y a des rapports annuels. Mais la population... C'est ce que j'ai dit. À partir maintenant de ces chiffres, c'est là où maintenant il faut comprendre dans quelle situation, dans quel état notre État se trouve pour que nous ayons ces chiffres ici. Notre État se trouve dans un état de sécurité. Okay. Voilà maintenant la conséquence de ce que nous ayons des chiffres alarmants. Par exemple... Donc les chiffres sont alarmants. Non, moi je suis clair dans ce que je dis. Parce que quand il a parlé de 6 millions, j'ai dit ici que nous sommes au-delà de 3 millions d'emplois créés. Il a refusé. Mais quand j'ai parlé de 46% de quoi? D'emplois. 46%, prenez maintenant 46% entre 2022 et 2025. Merci beaucoup. C'est combien d'emplois qui sont créés? Donc, moi, je voudrais dire ceci. Chutez rapidement. Pour ce qui est de la bonne gouvernance. Moi, vous voyez que dans mon discours, même quand je le tiens avec un opposant, je ne suis pas dans des analyses trop politiques, mais trop techniques. Pourquoi je dis trop technique? Moi, je suis technicien. Mais là, vous peinez à nous convaincre. La bonne gouvernance. Non, je ne peux pas avoir du mal à vous convaincre parce que vous le savez très bien que la bonne gouvernance est ici. C'est un peu ce que je pourrais rendre hommage à Matata Pone parce que j'ai travaillé sous Matata 1. Moi, j'ai travaillé sous Matata 1. D'accord? Quand j'étais conseiller de la structure de prix du ministre Paul Nemoyato. Je travaille sur Matata 1. Quand je parle de la bonne gouvernance, je le dissocie de la politique. Pourquoi? Parce que je sais les systèmes politiques, ils savent ce qu'ils cherchent. Ils savent ce qu'ils cherchent en premier. Le système politique est basé sur certains paramètres qui n'ont rien à voir. C'est quand on a maintenant acquis le pouvoir. Quand on a acquis le pouvoir, c'est maintenant à ce moment qu'on met en place le système de la bonne gouvernance. Merci. Cette bonne gouvernance-là, vous allez voir un politicien et un technicien, la manière de gérer, vous allez trouver que c'est différent. Donc pour vous allez voir pendant le 7 ans, dont le pays se porte mieux. Tant mieux que mal. Même quand vous étiez à l'opposition, le pays se portait mieux sous Félix Tshisekedi. Reprenez votre question. Nous avions, vous savez. Vous êtes devenu plus Tshisekedi que Kabouya. Vous voulez que je dise ça. Vous savez, nous avons combattu les FCC Cash. D'accord? Parce que là, j'étais encore ensemble pour le. C'est ce que je dis. Quand vous étiez à l'opposition, le pays se portait mieux sous Félix Tshisekedi. Nous avons combattu les systèmes de gestion. Nous n'étions pas dans la. C'est là où je suis en train de vous dissocier les systèmes politiques. Parce que quand on voit les systèmes politiques, on risque de voir le visage des politiciens. Mais quand on entre dans la manière de gérer, aujourd'hui, la manière de gérer de Tshisekedi est mieux que la manière de gérer de Kabila. De Kabila? Oui. Et surtout, si vous prenez la période d'après Matata Pone, n'est-ce pas? Où les opposants sont venus, n'est-ce pas? Je pourrais dire envahir le gouvernement. Vous voyez cette gestion-là. Donc politiquement, c'est la personne qu'il faut. Non, à la place même de Katumbi. Politiquement, on avait extirpé un peu les différents acteurs. On a extirpé les différents acteurs qui devaient apporter cette bonne gouvernance. Donc dans la gouvernance, parlant de la gouvernance, Tshisekedi est mieux que Katumbi. C'est pour cette raison que je vous dis, des gens comme des opposants comme lui. Est-ce que Tshisekedi est mieux que Katumbi? Il peut être politicien. Il ne saura jamais être un... Est-ce que Tshisekedi est mieux que Katumbi en parlant de la gouvernance? Vous dites? Tshisekedi est mieux que Katumbi parlant de la gouvernance. Mais Katumbi n'a jamais géré un État. Katanga. Tshisekedi, c'est un président de la République. Non, je parle du Katanga. Aujourd'hui, il cherchait à mettre Katumbi avec un gouverneur. Donc, cherchez-moi un gouverneur avec qui je peux faire directement l'étude comparative entre Katumbi et les autres gouverneurs qui sont venus après lui. Merci. Mais pas une comparaison entre un gouverneur et un chef de l'État. Ça ne se fait pas. Merci beaucoup, Michel Boutangazi.
5 minutes. Il a pris plus de 15. Non, non, pas du tout. Je suis en train de chronométrer, ne vous en faites pas. Ma chère Marley, la situation politique. On a l'impression que sous le second quinquennat, l'opposition n'a plus de quoi tenir face au rouleau compresseur du pouvoir. Avec les cas d'arrestation qu'on va d'ailleurs évoquer tout à l'heure, ça rime avec quoi? Merci, cher Gédéon. Je comprends cet adage français qui dit quand on défend le mal, on perd l'intelligence. La face d'un économiste. Même vous, il n'a pas réussi à te convaincre. Un économiste, une question simple. Comment stabiliser le pouvoir d'achat sans avoir la maîtrise des unités de consommation? Jusque-là, d'abord, stabilise pas le pouvoir d'achat. Ça, c'est quel français ça? Comment stabiliser le pouvoir d'achat? Ça, c'est quel français? Le pouvoir d'achat ne se stabilise pas. Ce sont les indicateurs économiques qui se stabilisent. Dans lesquels est le pouvoir d'achat? Lisez les 6 piliers si le président. Non, revoyez les matières. Non, lisez les 6 piliers si le président. Revoyez vos matières. Le pouvoir d'achat n'est pas comme un taux de change, vous allez dire stabiliser. Lisez les 6 piliers si le président n'avait pas dit ça. Renforcer le pouvoir d'achat. Alors, on ne stabilise pas le pouvoir d'achat. Déjà, il faut noter ici, on ne peut pas renforcer même ces pouvoirs d'achat sans connaître le nombre d'unités de consommation. On est d'accord, monsieur l'économiste? Le président parlait de la protection du pouvoir d'achat en stabilisant les niveaux de l'inflation et en maîtrisant le taux de change pour garantir la stabilité du franc congolais. Je suis là, monsieur l'économiste. Comment vous allez renforcer ces pouvoirs d'achat sans avoir la maîtrise du nombre d'unités de consommation? Je vous remets la parole. La question est simple. Monsieur l'économiste, voilà, ça veut dire... La question est simple. Est-ce que vous pouvez le faire en 30 secondes? Je prends la parole. Est-ce que vous pouvez le faire en 30 secondes? Non, c'est lui. Bon, je vous donne 30 secondes. Vous pouvez le faire en 30 secondes? Je le fais en 10 secondes. Ok. Dans la mesure où l'économie est extravertie. Moi, je ne suis pas encore là. Ok. Je lui dis. D'abord simple. Ok. Je lui dis, répondez. Je lui dis déjà qu'on ne dit jamais stabiliser les taux. Non, c'était par lapsus. Stabiliser le niveau de l'inflation. C'est ce qu'il voulait dire. Il en a fait plusieurs. Non, il voulait parler de plusieurs. C'est pour dire qu'il tente de se faire économiser sur le plateau avec des confusions. Attends, je prends la parole parce qu'il n'a pas de réponse. Répondez à 30 secondes. Il n'a pas de réponse. Allez-y. Je suis en train de répondre. Je dis déjà qu'on ne dit jamais ça. Non, répondez à la question. Je suis sérieux, je réponds. Le pouvoir d'achat, je ne veux plus attendre. Le pouvoir d'achat est fonction du prix. Le prix qui est un indicateur, comme l'inflation et la déflation. Alors ici, il faudrait que tu saches. Ce n'est pas ça la question. Tous les indicateurs. Non, moi je vous rends. Mais il prend tous mes minutes. Il dit comment on peut stabiliser. J'ai dit on ne dit pas stabiliser. Protéger. Il va tourner autour de ça. Le pouvoir d'achat. Il va tourner autour de ça. Monsieur l'économiste, vous n'avez pas de réponse et le monde nous suit et le monde comprend que vous êtes des économistes et mécaniciens. J'avance. Économiste mécanicien. Il est là. Ça veut dire quoi? Une petite question. Moi, j'ai fait la pédagogie. Si on me pose une question liée à la pédagogie, attends. Vous dérangez l'émission. Si on me pose une question liée à mon domaine, je n'ai pas 30 minutes à prendre. Parce que je suis dans mon domaine. Et c'est trop grave lorsque vous échouez dans votre propre domaine, ce qui vous reste, messieurs. Messieurs. Allez, Koko Mamoukati. Mila. Je peux continuer. Pas ça. Allez à l'essentiel. Un abruti ne peut pas poser un connaissant une question. Moi, abruti sur le plateau. Non, retirez ça. Moi, abruti sur le plateau. Une simple question qu'on vous a posée. On n'a rien compris à votre question. Moi, je dis ce morceau, nous allons l'envoyer à la cyberdéfense. À partir du moment nous allons vous prendre. La personne qui pose la question ne comprend rien de ce qu'il pose. Tu me traites d'abruti. Tu me traites d'un abruti sur le. Tu me traites d'un abruti sur le plateau. Il parle du domaine que vous ne maîtrisez pas. Tous nous parlons français. Il m'a qualifié. Il m'a qualifié. Je suis très jaloux sur ce point-là. Ne parlez pas d'économie ici pendant que vous avez des confusions sur. Continuez à parler. Calmez-vous. Lorsque le respect n'est plus servi, donc je dois quitter. Parce que je ne peux pas débattre avec un mal éduqué. Il me qualifie d'abruti sur ton plateau. Là, il ne retire pas.
Non, tu ne peux pas. Là, un responsable. Là, vous ne demandez pas je suis responsable. On me qualifie d'abruti. Mettons-nous d'accord. Mettons-nous d'accord. Retirer abruti. Retirer abruti. Retirer mal éduqué. La mauvaise éducation est liée au comportement. Est-ce que le comportement que vous avez mis sur cette table est correct? Il n'a pas retiré. Non, moi j'ai fait la pédagogie, vous avez enseigné. La mauvaise éducation est liée à un certain comportement. Est-ce que l'acte posé par lui fait montre d'une personne avec une bonne éducation? Pour votre cas, vous justifiez. Je ne justifie pas, je suis dans la science que vous avez aussi pratiquée. Que vous ne maîtrisez pas. C'est comme un enfant que vous ne maîtrisez pas. C'est comme un enfant qui qualifie un autre d'imbécile. Celui-là lui dit, vous êtes mal éduqué parce qu'il a posé un acte lié à la mauvaise éducation. Vous dites à celui qui a qualifié d'être l'autre de mal éduqué de retirer. C'est quelle logique? C'est formel, matériel, je vais comprendre. Insulter, c'est avoir une mauvaise éducation. Il l'a fait. Je lui ai rappelé, mais c'est lui le fautif. Il devait retirer, il n'a pas retiré. Et je comprends que c'est son éducation. C'est ce que j'ai appris à l'école. Merci, je peux continuer. Allez à l'essentiel rapidement, on va chuter. Donc ici, moi je ne suis pas économiste. Excusez-nous pour la qualité du débat. Moi, je ne suis pas économiste. Sujet, papa. Mais le peu que je sais, il est dans l'incapacité de répondre. Parce que j'ai tenté même de définir. Dans le peu là, vous êtes dans la confusion. Vous serez sanctionné, cher Michel. Dans le peu là, j'ai tenté de définir c'est quoi le pouvoir d'achat qui est lui. J'ai dit, c'est un art. Pourquoi c'est un art? Parce que c'est l'équilibre entre les revenus mensuels d'un citoyen et l'équilibre du marché. Ok? Attends. Notez. Je vais vous priver de la parole, cher Michel. Pourquoi vous dérangez? J'ai la capacité de faire la même chose. Même par respect à votre fonction. Vous dites que vous êtes directeur de cabinet du gouverneur. Vous ne faites pas c'est comme ça que le pays est géré au gouverneur. C'est l'attitude avec laquelle il tombait sur cette émission, je ne pense pas qu'il en serait content. Est-ce que vous comprenez que cette attitude, c'est la même qu'ils sont en train d'utiliser pour gérer la République? Les désordres, créer des troubles partout. C'est ça. Parce que moi je suis en face des gestionnaires. Je devais être en face de quelqu'un de très posé, très calme, qui a la matière, qui maîtrise le roi de la gestion. Mais qui crée les désordres ici? C'est ça la réalité. C'est comme ça que le pays est à genoux. Parce que la qualité de ceux qui gèrent le pays, ce sont des désordonnés. Il est là. Il a créé des désordres ici. Comment vous voulez que nous puissions avancer lorsque les animateurs sont des désordonnés? L'exemple est là. Allez. Moi, je dis ceci. La question reste pendante. Comment renforcer ces pouvoirs d'achat sans avoir la maîtrise des unités de consommation? On ne renforce pas, on protège. Ma papa. Non. Les concepts sont très, très importants. On peut protéger et renforcer. Non, on peut protéger et renforcer. Ça, c'est un faux débat. On peut renforcer, on peut protéger. Tu quittes des ordres à un tyran. Tu dis, je peux finir vite. Allez. Continuez. Je te dis, tu ne vas pas prendre parole. Je vais te déranger que l'émission va les arrestations riment avec quoi? Non, je vais te montrer que... Non, ne vous identifiez pas à ça. Non. Vous n'êtes pas catalogué comme ça. Il faut répondre. Comme ça. Il faut répondre que vous soyez mis mal à l'aise. C'est votre manière de faire dans les plateaux de télévision. Allez, les arrestations riment avec quoi? On va chuter par là rapidement, sinon on ne saura pas aller de très loin, car les esprits sont surchauffés sur ces plateaux. Toutes les minutes que vous m'avez accordées, les arrestations, ça rime avec quoi? Si je n'utilise pas mes minutes telles que vous me l'avez accordées, il ne prendra pas parole. Ça, c'est un serment. J'ai dit ceci. 5 minutes pour conclure. J'ai dit ceci. Le pouvoir d'achat, c'est calculé. Il le sait. D'ailleurs, tout ce que l'État fait doit tenir compte des données démographiques. Même la construction des routes. On calcule la charge qu'il doit prendre la route nouvellement construite. Donc, dans tout ce que l'État doit faire, le plus grand élément, c'est les utilisateurs dans les données démographiques. Donc, en fait, lorsque ces données, l'État n'a pas de maîtrise de ses administrés, le nombre des administrés, tout ce que nous faisons est éphémère. Même les routes que vous voyez ici, je vous dis, ça va s'effondrer dans peu de temps. Non, ne soyez pas un prophète de malheur sur ce plateau. Ne faites pas des imprécations. Je vous dis. Parce que personne sera capable de nous dire quelle est la charge peut recevoir l'avenir colonel Béa
récemment construites. Quand vous allez dans le pays voyager, vous qui voyagez avec l'argent de l'État, on met le nombre de tonnes. C'est ça l'escroquerie. Vous voyagez plus que nous. Vous qui voyagez avec l'argent aussi. Ce n'est pas un problème. Dites ce que vous voulez. Quand on vous dit de vérité... Retirez ça. Non, qui ne retire pas. Attendez. Quand vous êtes dans une mission avec le feu Attendez. Sinon, on va rendre la tête. Qui ne retire sur pas. Cette note. Non, sur mon plateau, on ne reçoit pas de réveil. Il aura la bonne réponse à la taille de ses bêtises. Merci. J'attends ton tour. Qui ne retire pas. Moi, le retrait là ne me concerne pas. Non. Tu auras la réponse. Moi, je suis comme ça. Avance. OK? On ne construit pas sans connaître la charge, sans connaître le nombre d'utilisateurs. Donc, en fait, c'est tout ce que nous faisons. Le développement, c'est quelque chose de pensée. Et dans ces pensées-là, il faut tenir compte de tous les éléments. Entre autres, le plus important, c'est les utilisateurs, le nombre, la charge. Donc, vous ne pouvez pas dire renforcer ou faire quoi le pouvoir d'achat sans tenir compte des consommateurs. Il a dit quelque chose encore de grave ici. Non, Donald Trump est allé prendre. C'est un fait que j'ai... Répondez à ma question, on est à la fin. Alors, il faut comprendre la géopolitique. Il faut comprendre la géopolitique et la géostratégique. Je te dis, il n'est pas allé prendre parce que l'économie américaine est stratégique. Parce que l'Amérique dépend du pétrole et du charbon. Il se trouve où? Attends, ce n'est pas parce que l'économie américaine... Mais le pétrole dépend, c'est ça l'économie. Le tissu économique est basé sur ça. Les États-Unis veulent prendre... Qui se trouve dans un autre État. Les États-Unis veulent prendre le Groenland. OK? La Russie a annexé la Crimée. Il y a quoi en Crimée? Non, ça s'appelle des réseaux pour le contrôle des zones stratégiques. Ça s'appelle, c'est la géopolitique et la géostratégique. Ne venez pas prendre vos bêtises ici, la mettre dans l'avion. Je suis maintenant dans ta question. Il dit notre économie est extravertie. Non, parce que tout... Non, ça c'est une mauvaise justification. Le Congo produit quoi? L'économie congolaise est extravertie. C'est pourquoi le franc congolais souffre. Le franc congolais n'est pas une monnaie commerciale. N'est pas une monnaie consommable. Chez nous-mêmes ici, quand vous allez au marché central pour vous acheter un t-shirt, vous pouvez acheter en francs. Mais le prix est fixé en dollars. Vous êtes ici au Bichingobila. Pour traverser, vous devez vous approvisionner en francs CFA. Pourquoi? La production n'accompagne pas la stabilité monétaire. On close ce chapitre. Donc, en fait, tu ne peux pas justifier. Allons au cas d'arrestation. Tu ne peux pas justifier les caractères extravertis de notre économie et les lier au caractère extraverti international. Nous, c'est sûr parce que nous ne produisons pas. La question maintenant, vous qui gérez depuis longtemps, qu'est-ce que vous avez fait pour rendre notre économie introvertie? Ça, vous devez répondre. C'est vous, les gestionnaires, ne posez pas cette question à nous. Allez, on close ce chapitre. Les arrestations, ce n'est pas un problème dans un pays sérieux. Lorsque les gens enfreignent la loi, ils doivent répondre. Ça, c'est la démocratie normale. Mais ici, nous ne sommes pas dans une démocratie normale. C'est ça le vrai débat. Ici, il n'y a pas violation de loi, parce que lorsqu'il y a violation, on peut corriger. Ici, il y a l'ignorance de la loi. Les gens ignorent carrément la loi. Et ceux qui sont champions à l'ignorance de la loi, ce sont qui ont les mallettes de l'État. Et ils sont intouchables. Vous allez voir, il m'a qualifié d'abruti sur ton plateau, ni les CESAC, ni la cyberdéfense va être derrière lui. Pourquoi? Parce qu'il est du régime. Mais si c'était moi qui lui qualifiait d'abruti, dès aujourd'hui, la cyberdéfense allait être qualifié de mal éduqué. La mauvaise éducation est liée à un comportement. Je l'ai dit. Évoluez, Marley, vous ne revenez plus sur base de la science. Abruti aussi, ce n'est pas une injure. Hein. C'est un qualificatif, ça n'a rien à voir. Mais si c'est négatif? Non, c'est un qualificatif. Si c'est négatif, c'est un constat, si c'est négatif, vous êtes père de famille. Vous êtes père de famille, ton enfant peut te dire que vous êtes abruti. Dans un domaine précis. Parlez-vous, on évolue, on est à la fin. Comme vous êtes abruti en sciences. C'est pas une savant. Sur la monnaie mais ce que je vois aujourd'hui, c'est le contraire. J'avance. Mais en quoi ces arrestations énervent le loi de la République? Il voit le contraire. Est-ce que c'est parce que ça se déroule nuitamment? Attends, moi je suis dans la procédure. Premier élément, comme citoyen normal, je ne peux pas empêcher les services de faire leur travail. Ça c'est sûr, ils sont là pour ça. Et personne n'a le droit de les empêcher. Mais le faire
et que nous, en tant que citoyens, nous avons aussi le droit de dire que tel service fait son travail, mais la procédure, comment ce service ne respecte pas la procédure. Aucune loi, aucune, au moins que j'ignore une certaine loi. Mais la maîtrise que j'ai dans certaines lois aussi, aucune loi demande à l'État d'aller appréhender où cueillir des citoyens à 1h du matin, à 2h du matin. Et des personnes que la sûreté nationale ne l'exige pas. Parce que, qu'importe l'heure, on agit. Attends, moi je suis dans le domaine... On est allé cueillir Maduro. C'est la nuit. Mais comment est-ce que nous, qui accusons le Rwanda de violer le droit international contre nous, nous appuyons cette violation? Quelle est la différence entre ce que le Rwanda fait et ce que Trump a fait? Ce sont des violations des États souverains, non? Ok? Nous devons dire contre Trump, dire non. Nous nous battons déjà contre le Rwanda ici. Non, Maduro, on le présente comme un dictateur, comme un trafiquant. Un narcotrafiquant. Non, attends, voilà. Mais Kagame aussi fait des trafics de nos minéraux ici, non? Illégalement. Donc en fait, nous sommes dans la même configuration, mais nous les victimes, nous condamnons d'autres victimes. Parce que les États-Unis est une puissance. Donc en fait, je cite à 10 ans. Félix Tshisekedi n'a pas besoin de toutes ces arrestations pour être président de la République. Le président Tshisekedi n'a pas besoin que les gens lui présentent des excuses publiquement pour qu'il soit président de la République. Il a besoin d'un climat d'accalmie. Et ces arrestations ne donnent pas l'impression que nous avons besoin. Vous avez évoqué le dialogue, vous avez dit ici que le dialogue va nous permettre d'avoir quand même un... Est-ce que ce dialogue est-il important? Le dialogue est important. Mais avant le dialogue, on doit quand même assainir le climat politique à l'intérieur. Tu cherches le pouvoir. Moi, je ne cherche pas le pouvoir. Moi, je suis un légaliste. Jamais tu me verras militer pour bouleverser l'ordre constitutionnel. Jamais. Attends, je vais te dire aujourd'hui. Tu ne me verras jamais au service à Tshisekedi. Vous ne me verrez jamais me battre pour bouleverser l'ordre constitutionnel. Merci. Mais c'est battre pour mettre hors état de nuire les incompétents, les détournés, ceux qui ne comprennent pas l'importance de la République. C'est également le combat du chef de l'État. De la République, je vais le faire et au prix même du sacrifice suprême. Je dois citer à répondre à Kaga. Parce que je vois même Tshisekedi n'a pas répondu, même Mouyaya, même lui qui s'est dit être... Non, ne revenez plus sur cette vieille vidéo qui a été remise au goût du jour. On doit être clair. Que ce soit nos divergences, le Congo n'est pas un État sous réserve néocolonialiste, où il y a des terres à redistribuer. Que ça soit clair. Si tu sais qu'il y a des terres pour son frère Kagame, tant mieux. Si Kabila avait des accords pour Kagame avec des terres, tant mieux. Mais pour nous, Congolais, au-delà de nos divergences, que ça soit clair pour tous les voisins, le Congo n'a pas un centimètre à donner à qui que ce soit. On n'a pas de terres à redistribuer. Merci. Ça, au-delà de nos divergences, pour nos terres, nous allons nous battre comme tout le peuple qui se bat pour préserver ses terres. Voilà. Merci. Donc je pense que concluez rapidement. Par là où il a cité, je pense que nous parlons le même langage pour ce qui est du patriotisme. Une fois sur ce plateau, vos esprits se sont accordés. Il a tapé sur la table quand il fait la même chose que le chef de l'État pour dénoncer, n'est-ce pas, l'hypocrisie de Kagame. Parce que le roi Philippe, d'ailleurs, a répondu à Kagame, bien que c'est une vieille vidéo. Avant 1880, le Rwanda n'existait pratiquement pas. Donc, on ne pouvait pas dire aujourd'hui que le Rwanda avait des terres au niveau de la République démocratique du Congo. C'est donc une aberration. Sur ce point-là, nous parlons le même langage et coup de chapeau, cher ami. Est-ce que, cette vidéo ne met pas à nu le véritable visé de cette guerre qui n'a fait que trop durer? Non, pardon. Au-delà des... Parce qu'il est clair que... C'est une insulte grave pour le peuple congolais. Un grand pays, avec un grand peuple, on peut se battre entre nous, mais ce que Kagame a tenu comme propos, aucun Congolais sérieux. Mais à partir de ce qu'il a dit, ça nous pousse à réfléchir. Nous devons réfléchir, mais nous devons aussi répondre directement. Ça rentre, parce que ça peut apparaître on a longtemps présenté ce problème comme une crise économique. Moi, je pense que ça rentre dans la logique. Une guerre économique. Ça rentre dans la logique. Raison même pour laquelle on est allé signer des accords à Washington, mais quand Kagame dit ça, et je me dis, pendant plus de 30 ans, le Rwanda est premier pays exportateur du coltan, sans forcément
nous occuper par les trafics qui se fait là à Goma. Voilà. On sait comment le Rwanda aujourd'hui a pu créer une économie florissante autour de nos minéraux. C'est un tirifère. Kagame, c'est un politicien. Kagame qui cherche à s'accrocher au pouvoir, il ne peut que tenir des propos qu'il juge mieux ou alors qu'il juge intéressants pour lui. Moi, je pense que quand vous aviez dit que c'était une question à pousser à la réflexion des Congolais, c'est ça aussi le travail qui se fait au niveau des services de l'intelligence. Parce que si aujourd'hui, il s'est fait malheureusement qu'il y a au sein de la population congolaise des Congolais, n'est-ce pas? Des Congolais qui se laissent manipuler par le plan rwandais. En l'occurrence, le plan Kagame. Ce sont les Congolais-là, ce sont ces Congolais-là qui sont soupçonnés ici. Il ne faudrait pas dire ici que quand quelqu'un est arrêté ou quelqu'un est invité à répondre à une invitation de la justice, il a été forcément enlevé. Le concept aussi doit être, il faudrait qu'il y ait de la nuance sur ces côtés-là pour qu'on ne puisse pas assimiler toute invitation à un enlèvement. Moi, je voudrais citer par ce que mon co-débatteur a dit. Les gens sont interpellés, Manu Militaire, vous parlez de... On ne parle jamais d'invitation. On vient te prendre à une... Souvent, quand ils sont invités, ils ne disent jamais qu'ils sont invités. Mais le jour où ils ont vu peut-être qu'il y a eu 4 invitations sans qu'ils ne se présentent, et que les services viennent faire une perquisition, à ce moment-là, avec ces régimes des réseaux sociaux, l'invitation n'est pas arrivée à la moi, je pense que c'est déjà dans les réseaux sociaux. Pour revenir à l'entame de notre émission, pour aider, chers amis, vous voyez le dialogue quand nous avions dit ici que le pouvoir central devait équilibrer, n'est-ce pas, pour faciliter la stabilisation des institutions provinciales. Les dialogues, même au niveau de l'Assemblée nationale ici et le gouvernement, il y a toujours un dialogue, on le dit constructif. Un dialogue permanent. Le dialogue ici n'a rien à voir avec le dialogue politique. A évolué, on n'est plus sur ça. C'est un dialogue de gestion. Parce que vous nous contrôlez, nous nous gérons, nous devons parler. C'est dans ce sens-là. Alors, je ne sais pas s'il faut ici chiter ou alors c'était une question à répondre par rapport à ce que vous avez... Chité déjà. Bon, nous chitons pour remercier, peut-être, je ne sais pas si c'est le dernier mot, remercier le propriétaire de la chaîne, M. Jean-Pierre Kayembe, vous remercier personnellement et remercier aussi les co-débatteurs, tout ce qui s'est passé avec l'attention du débat. Ça n'a rien à voir avec des visées personnelles. Donc, moi, je pense que ça se passe dans des débats politiques et ça existe. Ce qui est important ici, c'est de pouvoir savoir que nos opposants doivent avoir la culture de lecture. Ça, c'est un appel que je lance aux opposants congolais. Ils ne lisent pas. Dans ton propre domaine, tu n'as pas répondu. Il y a des rapports annuels qui sont produits par des services. Que ce soit sur le plan de l'Institut national des statistiques, que ce soit sur le plan même du ministère du budget ou des finances, ou alors au niveau de l'Assemblée nationale, tous les rapports annuels qui parlent de la gestion, qui parlent de la gestion de l'État. Mais je vous dis, allez au journal officiel, vous en trouverez. Allez au journal officiel. Allez au niveau de... Quel est le salaire du président de la République? Combien touche le président de la République? Combien gagne ton gouverneur? Si c'est publié dans le journal officiel. Ton gouverneur. Que vous avez consulté de la CHOP. Votre débat était autour du salaire des... Voilà. Mais c'est ça la on parle des documents publiés. C'est ça la première redevabilité, non? Votre question était autour du salaire des présidents. Vous qui lisez... Nous devons rentrer dans le contexte du débat. J'ai dit ici... Vous qui lisez beaucoup, ton gouverneur, ton chef direct, pour que vous ne puissiez pas vous limiter combien gagne un gouverneur. Les gouverneurs de province, pendant que lui disait que le gouverneur était à Dubaï, à la rentrée ici, le gouverneur était à Kinshasa. Vous vous rappelez du dossier vous me poussez à citer le dossier de la déchéance. C'était à la session de septembre. Après la rentrée parlementaire. Non, c'est là où vous n'avez pas la maîtrise des choses. Allez, merci. Vous êtes là sur les réseaux sociaux, ce plateau, tout ce qui se passe. Et confirmer même les choses. Beaucoup de questions sont restées sans réponse. Moi, je peux revenir avec des analyses percutantes sous notre angle. Lisez des rapports, que ce soit des rapports économiques, que ce soit des rapports de gestion d'État, il faut les lire. Combien gagne son gouverneur?